destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Donc salut à tous, donc c'est la deuxième partie de l'entretien commentaire d'actualité. Donc là, oui maintenant je ferai des entretiens bon, tout aussi longs mais découpés en parties parce que le dernier faisait quasiment 2 heures, chaque partie c'était beaucoup trop long. Donc là je fais des entretiens d'une demi-heure que je découpe en 2, 3, 4 parties, donc c'est suivant. Donc là vous êtes dans l'entretien commentaire d'actualité automne 2015, octobre-novembre, partie nationale, deuxième partie. Donc là, voilà, on a fini sur la partie précédente sur les sujets de la dictature antiraciste, la dictature de la pensée. Et bien on va tout de suite commencer avec un sujet qui me tient à cœur, bien évidemment. Éric Zemmour, un esprit français libre face à la dictature de la pensée. Donc alors là, c'est assez drôle, voilà, Éric Zemmour, un esprit français libre face à la dictature de la pensée. Donc j'ai noté deux choses, des procès antiracistes à gogo qui se multiplient, qu'il gagne en général, donc persécution judiciaire, et aussi la remise du prix Chateaubriand qui est un truc assez drôle. Alors ça c'était, oui, donc oui, bien évidemment, là Zemmour est vraiment un esprit français, un libre penseur, un penseur non conformiste face à une dictature de la pensée, donc qui est toujours une dictature de la pensée unique comme je l'ai déjà dit. Oui, on a vu se multiplier là récemment des procès antiracistes délirants, là aussi avec une justice rétroactive qui juge des trucs qui se sont passés il y a 2, 3, des fois même 5 ans. Donc une persécution judiciaire, une pression judiciaire accrue, ce qui fait que Zemmour mérite largement, comme Dieudonné, Soral et d'autres qui sont un peu plus radicaux, le titre de dissident et d'opposant politique, parce que même s'il est dissident dans le système, il est vraiment dissident. Je ne vois que lui comme journaliste, comme type soi-disant du système qui a autant de procès. Je pense que Zemmour a eu autant, voire plus de procès qu'un Alain Soral ou autant que Dieudonné. Bon, en général, il décope de moins, mais parce qu'il dit des trucs aussi moins radicaux. Oui, Éric Zemmour face à la dictature de la pensée. Donc déjà des procès antiracistes, donc procès antiracistes. Celui que je voulais insister, c'était le procès antiraciste qu'il a gagné. Il a gagné sur le procès antiraciste, vous savez, du Corriere della Sera, où Mélenchon avait tiré une espèce de phrase que Zemmour n'avait même pas dite, où Zemmour prétendait qu'il voudrait déporter des musulmans, déporter les musulmans et déporter les immigrés pour que la France redevienne une terre blanche et chrétienne. Zemmour n'avait jamais dit. Donc aujourd'hui, le système et l'institution judiciaire, qui n'est pas la justice, l'institution judiciaire qui est l'inverse de la justice, vous persécute, même si vous n'avez pas dit quelque chose. On n'est même plus sur le délit d'opinion, on est sur le délit d'opinion inventé. Ouais, sur ce qu'on appelle aussi le délit d'opinion, sur votre intime conviction. Là on est dans l'intime conviction, puisque donc ce que le type pense, mais il n'a même pas dit ce qu'il pensait. Enfin c'est délirant absolu. Donc Zemmour, la dictature de la pensée, les procès antiracistes, procès en sorcellerie, là on peut parler de McCarthyisme, procès en sorcellerie, et oui véritablement persécution judiciaire et procès antiraciste à gogo, et la remise du prix Chateaubriand. Alors après avoir parlé de ces procès en sorcellerie, là c'est vraiment du macartisme contre un ennemi idéologique, bon un procès qu'il a gagné, sur une phrase qu'il n'a même pas prononcée, ce qui est quand même de la dictature de la pensée absolue, la remise du prix Chateaubriand. Alors ça c'était autre chose, c'est à la rentrée, là en septembre-octobre, Éric Zemmour s'est vu remettre un prix littéraire appelé le prix Chateaubriand, qu'il allait recevoir en Bretagne, je crois, à Cherbourg ou à Saint-Malo, puisque Chateaubriand était originaire et d'ailleurs il a été enterré à Saint-Malo, en Bretagne. Donc remise du prix Chateaubriand pour son œuvre littéraire, qui n'est pas immense, mais c'était tout de même un écrivain avec quelques bouquins, et qui a un vrai style, une vraie plume. Et il s'est fait injurier par les gauchistes, donc c'était assez drôle, par les gauchistes, par le maire, par des militants socialistes et antiracistes qui l'ont mal reçu, qui l'ont traité de facho, de raciste, de faux écrivain, de misogyne, enfin tous les trucs en phobe, la République des phobes, incitation à la haine envers racisme anti-femme, anti-homosexuel, anti-tout quoi. Zemmour, donc plus de liberté d'expression dans ce pays, et Zemmour incitera à la haine contre tout le pays, quoi, contre toutes les communautés. On est dans le grotesque bien évidemment, mais j'ai rien à dire de plus, lamentable, grotesque, et surtout ça révèle la petitesse de ses adversaires, que ce soit ses associations antiracistes, que ce soit les associations antiracistes comme la LICRA ou SOS Racisme, qui font du macartisme, de la chasse aux sorcières, et du procès stalinien et du procès en sorcellerie en permanence, ou les militants gauchistes et socialistes
bien pensants, on est vraiment là, on a vraiment un esprit libre et un esprit français face à de la médiocrité généralisée, quoi. C'est hallucinant. C'est tout sur le cas Zemmour, je tenais à le soutenir et lui apporter mon soutien et à le défendre. Et ensuite, alors un autre sujet, là on bascule sur Philippe de Villiers. Alors oui, le succès d'édition, le succès de librairie de Villiers, j'ai appelé ça De Villiers is back, un deuxième suicide français. Alors oui, là j'ai voulu aborder un gros sujet, le sujet du livre de Philippe de Villiers, où en effet Philippe de Villiers qui avait totalement quitté le champ politique et l'activité politique depuis maintenant 5 ans, et là il nous a pondu un bouquin génial, un an, pratiquement jour pour jour après le suicide français de Zemmour, et moi je m'interroge si c'est pas un deuxième suicide français. Je me demande d'ailleurs s'ils se sont pas un peu pompés, enfin un peu parlé avec Zemmour, parce que voilà, c'est vraiment un succès d'édition, un succès de librairie. Donc le bouquin de Villiers s'appelle, c'est un essai politique qui s'appelle Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Il fait 300-400 pages, il est sorti en début octobre ou fin octobre, et c'est un véritable événement de masse, un véritable succès de librairie, un succès d'édition, et je dis voilà, De Villiers is back, parce que De Villiers avait quitté le pouvoir, la politique, pour se ranger de la politique, notamment à cause du scandale. On avait voulu l'abattre, vous savez, à cause de scandales comme... il avait eu un cancer à l'œil, donc il avait dû soigner de son cancer à l'œil, l'accusation de pédophilie d'un de ses fils par un autre fils. Enfin, De Villiers avait été, certains pensent d'ailleurs peut-être que c'était un complot ou une volonté de ses ennemis politiques de le détruire et de l'invalider politiquement, puisqu'il montait, c'était l'homme du souverainisme à droite qui montait, bon peut-être. Moi je dis De Villiers is back, quoi. Après toutes ces mésaventures de maladie familiale, De Villiers is back. Je vais pas rentrer plus que ça, mais De Villiers est vraiment de retour sur le métapolitique. Cette fois, il écrit un bouquin, puisque De Villiers est un écrivain. Il a écrit, notamment, il avait écrit Les mosquées de Roissy il y a 10 ans pour dénoncer l'islamisation de la France et l'invasion migratoire en France. Il avait bien raison. De Villiers a écrit aussi une trilogie de bouquins sur le roman de Jeanne d'Arc, le roman de Charette, le roman de Saint-Louis, pour raconter à travers des romans historiques et un peu lyriques, raconter des hauts faits et des gloires nationales, des grands personnages de l'histoire de France. Plutôt, on va dire, à droite et... bien à droite, quoi, plutôt issu de l'Ancien Régime et plutôt issu de la contre-révolution et du monde traditionnel, mais ce sont des livres intéressants à lire, surtout Saint-Louis et surtout Jeanne d'Arc, Charette peut-être un peu moins. Voilà, De Villiers is back, et oui, je m'interroge surtout sur le deuxième suicide français. Est-ce que c'est pas un deuxième suicide français après Zemmour? Puisqu'en gros, ce livre, que j'ai pas vraiment lu, je l'ai feuilleté, mais parce que j'ai d'autres choses à lire en ce moment, mais j'ai écouté toutes les interventions de Villiers à la télé, à la radio, dans les médias, Radio Courtoisie, chez Bourdin, Radio Courtoisie, même à France 2, je crois qu'il a à France 5, c'est à vous. Enfin, j'ai écouté toutes ces interviews médiatiques, télévisuelles, on va dire ces interviews cathodiques à la télé. Et bon, c'est intéressant, hein, De Villiers balance sec, De Villiers balance lourd. Et ouais, c'est une espèce de deuxième suicide français là. De Villiers nous donne un deuxième suicide français après Zemmour, c'est le même bouquin. Hein. De Villiers part d'un constat de décadence, de déclin de la France à tous les niveaux depuis 40 ans, depuis la chute de De Gaulle. Bon, lui est moins un turiféraire du général De Gaulle, il est moins fan de Gaulle que Zemmour, mais tout de même, il voit un déclin, une décadence de la France, de la puissance française, à la fois à l'intérieur et dans le monde à l'international depuis ces 40 dernières années. Donc il fait bien évidemment le procès de mai 68, des libéraux libertaires, de Cohn-Bendit et Giscard, donc de la pensée libérale et des libertaires, de la décadence morale intellectuelle, de la fin du règne des intellectuels, de la trahison des élites, un peu une trahison d'éclair, de la trahison des élites officielles en France via l'ENA et Sciences Po, donc les grands corps de fonctionnaires, les élites, les grands comités d'État qui ont trahi leur vocation historique de servir l'État pour servir les intérêts étrangers, la domination du capitalisme sauvage et prédateur en France, la critique de l'immigration, lui parle de grand remplacement, bon il ose le mot, la critique du grand remplacement, là, donc le suicide français, la critique de l'islam, de l'islamisation, et voilà, et la complicité de nos élites. Donc voilà, je voulais finir sur De Villiers. Donc succès d'édition, succès de librairie, donc c'est un véritable succès populaire, on voit que le peuple, les Français le veulent. Donc De Villiers is back, bon c'est sans doute pas un retour en politique. De Villiers a dit qu'il ne voulait pas faire de politique, mais on va dire il conseille les politiques. Notamment il est proche de Buisson et Zemmour, dont on va reparler d'ailleurs. Et voilà, oui, un deuxième suicide français, moi selon moi, c'est un deuxième suicide français quoi. Il part du même diagnostic, il fait le même constat que Zemmour. Voilà, donc je vous redis, hein, un déclin, une décadence de la France depuis 40 ans, depuis la fin du général de Gaulle, une trahison des élites françaises au profit de l'Europe et de la mondialisation, une trahison des élites françaises, et notamment des grands comités d'État à travers l'ENA et Sciences Po, les grandes écoles,
la trahison de la France et des élites françaises à travers la soumission à l'Europe et au mondialisme et à la mondialisation par le traité de Maastricht. Et De Villiers revient longuement sur Maastricht et sur le non au traité constitutionnel européen que j'avais évoqué la dernière fois, dans le dernier entretien, pour dire oui, voilà, la trahison des élites françaises. Les élites françaises, au nom de la conversion à l'européisme, ont abandonné la souveraineté nationale de la France. Et pour lui, bon, bah, bien évidemment, c'est tragique. Et il fait le procès des élites françaises. Et là, il ne s'attaque pas qu'à l'islam, hein. Bien évidemment, le procès de l'islam, de l'immigration de masse. Mais il s'attaque aussi au capitalisme. Il montre bien que la destruction de la France passe avant tout par un capitalisme sauvage et prédateur, via la finance de Wall Street et via les multinationales américaines, qu'on nous a imposées depuis 30 ans en Europe, via l'Europe et la mondialisation, et via notamment ce qui se prépare là, le TAFTA, le traité transatlantique européen. Donc voilà, portrait au vitriol de la classe politique française, portrait sans concession. Pour moi, je m'interroge, est-ce que c'est pas le suicide français de Villiers? Critique radicale du système politique pour un type qui vient du système politique, contrairement à Zemmour qui est un journaliste. Livre très intéressant, livre à suivre, bien évidemment. Donc ensuite, je vais m'intéresser sur... l'UMP, les Républicains, est-ce que la droite politique, la droite de gouvernement, la droite politique, serait sous domination et influence idéologique des réacs? Donc évidemment, là je parle de Zemmour, de Villiers, j'arrive sur ce sujet. La domination et l'influence des intellectuels réacs ou néo-réacs sur la droite de gouvernement. Notamment Zemmour, j'ai pris l'exemple de Zemmour, Buisson, Villiers. Ça, c'est un sujet qui est revenu constamment. En effet, on pourrait se demander si... depuis une dizaine d'années, notamment depuis que Sarkozy a pris en main l'UMP depuis le 2007, le discours de Grenoble, Buisson, Guénaud, etc., il n'y aurait pas une influence, une domination idéologique et culturelle, véritablement gramsciiste, gramscienne et métapolitique, une domination intellectuelle et culturelle, et même idéologique, ce qu'on appellerait l'extrême droite, ou au moins les réacs, les néo-réacs, sur la droite de gouvernement et les politiques de droite. Bon, c'est un sujet que je lance, j'en suis pas persuadé, puisqu'il y a quand même Juppé à droite, qui est quand même pas vraiment un réac, qui est un type de droite nationale, mais c'est vrai que des gens comme Zemmour, Buisson, Villiers, là on voit que, moi je citerai les trois, hein, les trois intellectuels, ou disons les trois personnages issus de la société civile, c'est-à-dire écrivains, intellectuels, publicistes, polémistes, journalistes, qui ne sont pas des hommes politiques, mais qui pèsent dans le débat politique par leur intervention dans le télévisuel, médiatique, ou par leurs écrits, qui pèsent dans le débat politique, qui font ce qu'on appelle du métapolitique, qui pèsent pour le combat des idées. J'ai mis Zemmour, Buisson, Villiers, bon bah c'est pas les mêmes, hein. Zemmour... tout le monde connaît, Villiers tout le monde connaît maintenant, Buisson on connaît un peu moins, c'était on va dire le conseiller occulte de Sarkozy pour la campagne de Sarkozy en 2007-2012. C'est celui qui a impulsé une ligne droitière, néo-Front National, pour le dire droitière, néo-Front National, on va dire de droite nationale à l'UMP, à la droite, qui avait tendance à se centriser, pour le dire gentiment. Donc voilà, ouais, je m'intéresse, y a-t-il une domination, une influence idéologique de la droite et de l'UMP, enfin des intellectuels réacs sur la droite et l'UMP, c'est intéressant. Ce qu'on appelle les réacs, hein. En fait c'est des néo-réacs, puisque quelqu'un comme... Autant Buisson est un authentique réactionnaire, un authentique maurassien, un authentique type d'extrême droite, autant Zemmour ne vient pas vraiment du camp réactionnaire, hein. Il vient du camp républicain, plutôt de gauche au début même, il a avoué avoir voté Mitterrand même une fois en 1980, donc Zemmour vient plutôt du camp républicain. Ben, j'ai rien de plus à dire, voilà, c'est intéressant, aujourd'hui on voit que les politiques sont à la remorque du débat d'idées, du débat intellectuel. Ceux qui font le débat, ceux qui font la politique, ce sont des intellectuels. J'y reviendrai d'ailleurs peut-être plus tard après. Ce sont des intellectuels, des journalistes, des publicistes, des polémistes qui font le débat intellectuel, qui font l'actu, qui font l'alignement des planètes intellectuelles, hein. Donc j'ai eu voilà, Zemmour, Buisson, de Villiers, qui influencent évidemment la ligne plutôt droitière, néo-Front National, souverainiste, identitaire, un peu nationaliste, un peu patriote de l'UMP, qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs les Républicains. C'est une certitude, donc voilà. Bon, j'aurais rien de plus à dire, voilà, après Zemmour, Villiers, la droite de gouvernement, les partis de droite de gouvernement sont évidemment, à mon avis, sous influence idéologique, notamment pour Sarkozy, mais enfin on verra le positionnement de Sarkozy pour les élections régionales, sous influence des néo-réacs, c'est une évidence, hein, de plus en plus. Ce qui est logique, parce qu'en fait, le politique, justement, comme je l'ai dit, est totalement décrédibilisé par ses trahisons, ses mensonges, donc il est relégué à ce qu'il est juste à être élu, à exercer un mandat politique et électoral, mais ce sont vraiment voilà, les intellectuels, les publicistes, les polémistes, les journalistes, les gens de la société civile qui pensent, qui produisent du concept, qui produisent des idées, qui vont faire le débat de demain, hein. C'est une certitude, on peut s'en réjouir, on peut ne pas s'en réjouir, bon,
aujourd'hui les intellectuels sont de retour, les intellectuels arbac, hein, comment dire, sont de retour dans le champ intellectuel, dans le débat intellectuel pour peser sur le débat intellectuel, bien évidemment. Zemmour, Buisson, Villiers. Là j'ai pris les plus à droite, la ligne droitière. Donc on verra, comme je lis, puisqu'à l'UMP, chez Républicains, il y a différents courants. Hein. Il y a un courant très centriste, très politiquement correct, très européiste, très progressiste, mené par Alain Juppé, qui est plutôt centre-gauche, et un courant plutôt de droite nationale, enfin qui se droitise autour de Sarkozy, voilà. Donc, l'influence de Zemmour, Buisson, Villiers, l'influence directe sur la droite, ça reste à vérifier, mais c'est une certitude pour les thèmes sur ce qui est attrait au régalien, hein. Identité nationale, nation, sécurité, immigration, islam, c'est une certitude. Alors là, un autre sujet totalement différent, je voulais revenir sur la question des migrants. Oui, la France, face à la submersion, à la déferlante migratoire et des réfugiés, entre accueil généreux et fermeture moins généreuse. Bah là, je voulais juste revenir sur ce sujet-là. Oui, on a vu l'invasion et la déferlante migratoire qui a surpris l'Europe à la rentrée en septembre. On a vu les différentes réactions en Europe, j'y reviens pas, ou j'y reviendrai plutôt pour la partie internationale et mondiale. Donc la France face aux migrants et aux réfugiés, bon, j'avais déjà parlé un peu de ça pour l'entretien de rentrée. On voit que la France, pour l'accueil de ces migrants et ces réfugiés, a oscillé entre deux positions. Une position soi-disant d'accueil, donc la générosité, le droit de l'homisme, l'humanisme, la France terre d'accueil, la France terre d'asile, la France et la République qui honore ses valeurs de droit d'asile, ses valeurs universelles de respect des droits de l'homme et de protection machin, des minorités, enfin des gens qui méritent le droit d'asile, et aussi une position plus ferme, mais toujours d'accueil, hein, une main tendue ferme, on peut faire une main tendue ferme. C'est le cas aussi de l'assimilation et de l'intégration des immigrés. On peut assimiler et intégrer avec une main tendue mais ferme, avec un respect de nos valeurs, de notre culture, de notre mode de vie. Bah là c'est un peu pareil, quoi. Voilà, la France face aux migrants, face aux réfugiés, mi-figue mi-raisin, quoi. C'est de la pâte hollandaise. On voit bien que c'est pas le général de Gaulle ou Michel Debras à la tête de l'État français, quoi. On voit bien que Valls c'est un faux sécuritaire, un faux dur, c'est un faux sécuritaire, un faux dur évidemment, c'est un guignol, c'est un gauchiste, et Hollande est une pâte molle, une pâte hollandaise. D'ailleurs il s'appelle Hollande. Un type qui défend les intérêts de la France alors qu'il porte un nom étranger, c'est déjà assez drôle, mais oui, il n'a pas décidé, il n'a pas fait le choix de son nom, bien évidemment. J'en ai conscience, évidemment. Voilà, donc la France face aux migrants et aux réfugiés, entre accueil généreux et humanisme, et fermeture abjecte, soi-disant. Et notamment, on l'a vu, bon, la France devrait accueillir soi-disant 30 000 migrants, ce qui est, soi-disant, selon nos élites mondialistes, politiques et médiatiques bien pensantes, qui est rien du tout face à 60 millions de Français, bien évidemment, sauf qu'on sait très bien que les flux migratoires et l'arrivée de ces réfugiés vont se polariser, notamment à Calais, notamment au sud, et que là, les 30 000, ils vont se sentir. Et puis de toute façon, comme il y a l'espace Schengen, comme il n'y a plus de frontières nationales, en Europe, eh bien, tous les immigrés, tous les réfugiés vont pouvoir circuler librement en Europe, et notamment en France, et que donc, le fait qu'on n'en accueille que 30 000, c'est pas une garantie qu'on n'en ait pas plus que 30 000, vu que ce n'est pas un stock, vu que c'est un flux intarissable, qu'on n'a pas encore résolu les conflits et les guerres au Moyen-Orient et en Afrique. Donc voilà, la France face aux migrants et aux réfugiés, entre accueil généreux humaniste. Au début, ça c'est comme Merkel, au début la position de droit de l'homisme, puis après, ce qu'on appelle, il y a l'éternel retour du réel. Ce que Lénine appelait l'éternel retour du réel ou l'éternel retour du concret, bon ben, il y a le réel qui te revient dans la gueule comme un boomerang et ben, on ferme les frontières. Alors soi-disant, on y viendra après avec les attentats terroristes, mais la France bon, ne ferme pas les frontières, on n'a pas de frontières, mais on rétablit les contrôles aux frontières. Bon. Notamment aussi en triant, il y a eu un truc aussi soi-disant totalement abject, j'y reviendrai, le tri soi-disant effectué entre les musulmans et les chrétiens. On y reviendra à Pétain, soi-disant à la France de Vichy, aux discriminations raciales, le fait de trier les réfugiés entre musulmans et chrétiens. Bon, moi ça ne me choque pas bien évidemment, mais il y en a que ça choque. Donc ensuite, oui, je voulais évoquer derrière l'immigration-invasion, l'attitude, enfin une volonté et un projet de nos élites mondialistes et traîtres à la France évidemment. 1. La société multiculturelle et 2. L'idéologie du métissage. Oui, donc ça, oui, derrière l'accueil de migrés, de réfugiés soudains et massifs, on voit qu'il y avait sans doute un plan concerté depuis longtemps. Et je ne vais pas faire le complotiste, je ne vais pas donner corps à des thèses conspirationnistes, mais que tout de même on peut se demander, oui, est-ce qu'il n'y a pas quand même, derrière cette immigration-invasion, parce qu'on peut bien parler d'immigration-invasion, une réelle volonté d'imposer la société en fait multiculturelle et l'idéologie du métissage. L'idéologie du métissage. On voit très bien que derrière l'immigration qu'on nous impose, qu'on subit, il y a derrière une volonté idéologique, politique, mais véritablement idéologique. 1. La société multiculturelle, et 2. L'idéologie du métissage, c'est-à-dire la destruction de la culture et de la France, je dirais, charnelle, éternelle, c'est-à-dire la France des terroirs, la France charnelle, la France charnelle, la France blanche, chrétienne et historique, quoi, parce qu'on a même entendu certains, Attali,
que la France n'avait pas été fondée par des Blancs. Bientôt on dira que la France n'a pas été fondée par l'Europe, par les Européens. Bientôt on dira même que la France n'est pas en Europe. Enfin, le délire antiraciste et le délire multiculturaliste, ça va très très loin. Ouais, voilà, donc derrière l'immigration, invasion, un projet, une volonté politique de longue date à mon avis, qui est la société multiculturelle et l'idéologie du métissage, bien évidemment. Et là d'ailleurs, je rendrai grâce et je rendrai hommage à ceux qui ont eu raison avant tout le monde. Oui, ceux qui ont eu raison avant tout le monde, on va dire des prophètes de malheur, des visionnaires, mais qui ont eu raison avant tout le monde. Et notamment, bien évidemment, Jean-Marie Le Pen au Front National, qu'on le veuille ou non, a eu raison avant tout le monde de dénoncer la submersion migratoire et l'immigration-invasion depuis 30 ans. Et bien évidemment, Jean Raspail avec le clandestin, qui dénonçait déjà en 1972, je crois, dans ce livre, les conséquences néfastes et dramatiques pour le vieux continent européen de l'arrivée massive de hordes de migrants faméliques qui déstabiliseraient le continent européen, quoi. Voilà. Donc je voulais rendre hommage, bien évidemment, aux héros de la première heure, enfin qu'on les aime ou pas, à ceux qui ont lancé l'alerte avant tout le monde sur le danger de l'immigration et de la société multiculturelle. Donc rendre hommage bien évidemment à Jean-Marie Le Pen, Front National, qui depuis 30 ans ont dénoncé l'immigration, et à Jean Raspail, le clandestin, bon, mais bien d'autres, qui ont dénoncé les dangers de l'immigration en France, et dénoncé l'immigration pour l'identité et la survie de la nation. Puisqu'une migration incontrôlée, une migration de masse incontrôlée, serait dangereux à terme pour la survie de la nation et du peuple français, dans sa chair, parce que De Gaulle appelait la France, qui s'appelait pas beaucoup, mais la France de race blanche, voilà, chrétienne, et pour le peuple français. Donc ceux qui ont dénoncé avant tout le monde, un peu les Cassandres, les prophètes de malheur qui ont dénoncé avant tout le monde le danger d'immigration, de l'immigration en France. Et donc voilà, juste pour finir ce sujet, voilà, derrière l'immigration-invasion, un réel projet, une volonté, j'aime nos élites progressistes, dégénérées et mondialistes, la société multiculturelle et l'idéologie du métissage. Donc derrière le fait de l'immigration qui est un fait, soi-disant qu'on subit, il y a un plan, il y a une architecture et il y a une volonté idéologique derrière. Et enfin pour finir, ouais, je voulais évoquer, j'en avais déjà parlé, derrière, ça va être très rapide, sur le sujet des migrants et des réfugiés, derrière le fantasme du grand remplacement, quelque chose d'un peu moins fantasmatique qui est le fantasme du grand remplacement. Oui, la remigration. Donc j'avais déjà parlé là, dans l'entretien précédent sur le grand remplacement. Donc le grand remplacement, c'est un concept initié par des gens plutôt de l'extrême droite, Renaud Camus, repris en tête par Éric Zemmour. C'est plutôt l'extrême droite qui dirait voilà, à terme l'invasion migratoire que le continent européen subit depuis 40 ans, notamment la France, mais pas que la France, l'Europe en général, va amener à un remplacement des populations autochtones, indigènes, des populations autochtones indigènes, donc les Européens blancs chrétiens, par grand remplacement, remplacer les populations autochtones européennes de souche, les Français de souche, les Européens de souche, par des migrants et par des populations extra-européennes, notamment les Africains, subsahariens. Bon, j'avais déjà évoqué ce que je pensais de ce concept un peu foireux, qui est pas un truc totalement délirant. J'avais dit entre le mythe et la réalité, entre le fantasme et la vérité, entre mythe et réalité, entre fantasme et vérité, il y a un entre-deux. J'avais dénoncé le côté insupportable des élites politiquement correctes, bien pensantes, qui niaient le grand remplacement et qui niaient le remplacement de population au nom du vivre ensemble et de la société multiculturelle. Ça me semblait insupportable, ça me semblait être criminel et un déni de réalité, mais en même temps, le grand remplacement, qui est donc ce remplacement des Européens de souche par des populations extra-européennes, notamment des Arabes et des musulmans, me semblait excessif. Mais pas que excessif. Par contre, je vais insister sur autre chose de plus intéressant. Après l'idée et le fantasme, ou la réalité pour certains, du grand remplacement, quelque chose de plus intéressant qu'est la remigration. Alors ça, c'est né dans les cercles aussi de droite, d'extrême droite, un peu souverainistes. Il y a des gens intéressants qui en parlent, de connus que j'estime plus ou moins. Pierre Hillard en parle, Laurent Ozon en parle, Alain Soral en parle, Pierre-Yves Rougeron en parle, Éric Zemmour en parle, Renaud Camus en parle. Donc tous les gens de la mouvance nationale ou identitaire, Serge Ayoub, tous les gens de le bloc identitaire, voilà, tous les sites comme le bloc identitaire, F2 souche, Ribas laïque, donc tous les gens de la mouvance, comme on appelle la mouvance, le mouvement national et identitaire, qui sont pas les mêmes. La mouvance nationale est plutôt une mouvance qui défend la souveraineté et la nation, la mouvance identitaire défend plutôt, vous savez, la race, l'Europe, une Europe unie, une Europe blanche chrétienne. Donc moi je me situe d'ailleurs plutôt dans la mouvance nationale, je défends plutôt la nation
et la souveraineté, l'État et la nation, plutôt que défendre, je dirais, une Europe. Je défends plutôt une vision politique et souverainiste de la nation, plutôt qu'une vision raciale, ethnico-raciale. Les identitaires, eux, défendent voilà, la race blanche, les Européens, des mythes païens comme ça, la race blanche. Moi, je suis un peu moins dans ce délire, parce que je ne suis pas ni raciste ni racialiste. Au maximum, je peux être ethno-différentialiste, c'est-à-dire apprécier la diversité des cultures comme la nouvelle droite, mais je ne suis pas ni raciste ni raciste, je suis universaliste, à la limite un peu différentialiste, mais tout de même assez universaliste. En tant que Français, c'est logique. Ouais, non, mais derrière, voilà, l'idée du grand remplacement, qui est un peu un fantasme, l'idée de la remigration, qui, elle, est une idée intelligente, intéressante, plus intéressante, et qui fait son chemin, hein. Véritablement, l'idée de la remigration fait son chemin, c'est-à-dire la remigration des populations immigrées vers leur terre d'origine. Bon, c'est à voir, je sais pas ce que ça pourra donner, bon, le grand remplacement... Je sais pas si on pourra lutter contre l'immigration, moi à mon avis, là aussi, pourquoi je suis souverainiste. Là aussi, c'est là l'énorme mensonge, l'énorme baratin des identitaires. Les identitaires, ils s'attaquent à la conséquence, et pas la cause. La cause, c'est pour lutter contre cette migration et ce remplacement de population, il faut être souverain chez nous, maître chez nous, donc rétablir des frontières. Donc là, c'est pas en parlant de race blanche, de français blancs comme Morano, d'ailleurs je vais y venir, c'est en rétablissant les frontières et en allant sur des sujets de l'État et de la souveraineté nationale. Or, donc, en rétablissant les frontières et en se donnant les moyens matériels, les moyens politiques de la souveraineté des frontières, on pourra lutter contre cette migration, alors que juste en pleurant sur la fin de l'Europe, sur le grand remplacement, sur défendre une Europe éternelle, charnelle, une Europe chrétienne, blanche, une Europe raciale, bon, non seulement c'est moins humaniste et moins généreux, mais en plus c'est un peu utopique. C'est pour ça que moi je suis définitivement du côté des nationaux et pas des identitaires, parce que les identitaires s'attaquent aux causes, et pas aux conséquences. S'attaquent aux conséquences et pas aux causes. Ils ne parlent jamais de la nation, ils sont que sur l'Europe, pas sur la nation. Ils ne parlent que de l'identité, que de la race, ils ne parlent jamais de la souveraineté. Or, encore une fois, pour lutter contre l'immigration, il faut remettre des frontières, donc il faut se donner les moyens matériels de la nation, qu'est la souveraineté. Il faut être souverainiste. Or, eux ne sont pas souverainistes, puisqu'ils sont souvent assez... sont contre l'idée de la nation, ils sont pour une nation Europe. Donc eux se plaignent de la mort de l'Europe, de la mort ethnique et culturelle du continent européen. Eux parlent de génocide, c'est évidemment excessif, on peut parler de génocide, puisque un génocide c'est un crime, c'est une volonté idéologique planifiée. Alors ça par contre, je crois à une volonté planifiée et idéologique de mettre à mort et de détruire tout ce qui fait les fondamentaux culturels, religieux, ethniques de l'Europe, christianisme, race blanche, mais génocide c'est excessif, c'est comme ceux qui parlent de génocide pour l'avortement, c'est excessif. Un génocide c'est un génocide juif, génocide des Indiens d'Amérique, c'est un crime contre l'humanité, il n'y a pas de crime contre l'humanité, on ne peut pas parler de génocide. Raison gardée quand même, raison gardée. Mais voilà, le mythe de la remigration, ça peut faire son chemin. Bon, on les foutra pas à l'eau, on foutra pas les immigrés à l'eau, bien évidemment, on ne va pas les foutre dehors à coup de pompe dans le cul, ça serait horrible, et personne ne ferait. Ceux qui prétendent ça sont des alcooliques et des crétins, ils se mettraient à chialer eux-mêmes s'ils devaient le faire, donc voilà, non. Soyons un peu sérieux, mais voilà, la remigration, ça fait son chemin, c'est un sujet intéressant. Bien évidemment. Ouais, alors là je voulais parler d'autre chose. Alors un truc peut-être pour finir, parce que je vois qu'on approche de la demi-heure, pour finir cette vidéo. Alors Cambadélis, alors là c'est les errements ou les errances idéologiques de la gauche PS à travers deux phrases, deux trucs grotesques qu'on a vus. Donc c'était d'ailleurs en lien avec les élections régionales. Hein. Cambadélis qui a parlé de bloc réactionnaire, type bloc réactionnaire. Incroyable, ça fait froid dans le dos. Et Valls qui a parlé de Front républicain. Donc là je vois qu'on est quasiment à une demi-heure, je vais finir sur ce petit sujet pour cette seconde partie de mon entretien d'actualité. Pour après finir avec un sujet un peu plus léger, après les sujets d'immigration, de race, d'identité, de nation, finir sur un sujet plus léger. Voilà, les errances et les vieilles ficelles idéologiques de la gauche. Alors, ça, c'est au moment de la campagne des élections régionales, on a vu ça. Alors, les deux antifascistes de Pacotti, du PS en chef que sont Valls et Cambadélis, sont montés au créneau quoi, pour lutter contre l'extrême droite, le danger brun, les heures les plus sombres de notre histoire, les années 30 à nos portes, l'extrême droite, bon, les nazis, les fascistes, on connaît tous ce baratin. Donc, et là, ils ont balancé le truc énorme. Bon, alors le Front républicain, ça c'est bien connu. Valls a réactivé le mythe du Front républicain. La vieille ficelle idéologique putain, qui date de Mitterrand, je crois, de Mitterrand, Rocard, Giscard, enfin le truc qui date des années 70-80, pour faire barrage au Front National, l'énorme baratin pour que jamais l'extrême droite n'accède aux fonctions politiques, ce qui d'ailleurs permet à côté de les diaboliser doublement, on les diabolise
idéologiquement sur leurs idées d'extrême droite nazi-fasciste, et on les diabolise, au-delà de leurs idées, on les diabolise aussi en disant que ce sont des incompétents, parce qu'on leur laisse jamais accéder au pouvoir, et notamment dans les communes, dans les municipalités. Bon, il se trouve que des fois ils ont eu le pouvoir dans les municipalités, et ils se sont cassés la gueule, bon, mais... Ce qui est intéressant, hein, ce Front Républicain a permis de diaboliser 2 fois le Front National, quoi. Le diaboliser sur ses idées d'extrême droite fasciste, et le diaboliser sur le fait que c'était un parti qu'il n'avait jamais été aux affaires, ou quand il avait été aux affaires, au pouvoir, il avait été totalement incompétent, donc diaboliser ou décrédibiliser le Front National comme un parti d'amateurs, voilà, d'incompétents, de rustres, de gens qui sont pas compétents, pas qualifiés, d'amateurs, quoi, un parti d'amateurs. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs, hein, moi, je ne veux pas donner corps à la propagande antifasciste de la gauche PS, mais c'était pas tout à fait faux. Hein. Jean-Marie Le Pen lui-même l'a reconnu, donc vous voyez, tout ça n'est pas faux. Mais derrière, ouais, voilà, derrière le... Ouais, je vais en finir ça, quoi, derrière ces trucs énormes. Le bloc réactionnaire de Cambadélis, c'est le Front Républicain de Valls. Bon, le Front Républicain, on connaissait ça depuis longtemps, c'était la vieille ficelle idéologique de la gauche. Par contre, voilà, là on nous parle maintenant de bloc réactionnaire. Oulala. Donc le bloc réactionnaire qui dit... Cambadélis a voulu assimiler... donc Front Républicain, je ne viens pas dessus, hein, c'est pendant les élections régionales, en cas de second tour, où le Front National serait présent au second tour, on fait des triangulaires. Donc en cas de triangulaire, la gauche s'allie avec la droite, donc fusion de liste ou retrait de liste, ou en tout cas report de voix. Donc le Front Républicain, ce qui prouve d'ailleurs la collusion totale entre la gauche et la droite de gouvernement, ce qu'on appelle le MPS, hein, ou le PMU, hein, Parti Maastrichtien Unifié. PMU, c'est l'autre nom de l'MPS, mais en tout cas le Front Républicain prouve totalement la collusion entre l'UMP et le PS, bon, ce qui s'appelle d'ailleurs les Républicains. D'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça que les Républicains ont changé leur nom. Parce qu'en mettant les Républicains, on peut plus faire LRPS, ça donne plus UMPS. À mon avis, moi j'ai mis du temps à comprendre, mais je me disais pourquoi, j'étais revenu d'ailleurs sur ce nom là, pourquoi les Républicains, pourquoi ils ont changé de nom. Est-ce que c'est pour imiter le cousin, le grand frère américain? Je suis même pas si sûr. À mon avis, les Républicains, c'était pour en finir avec la moquerie, je dirais que la petite saillie de Marine Le Pen sur UMPS, parce qu'en effet on peut plus dire LRPS. Donc le Front Républicain, bon, l'arnaque démocratique absolue, c'est pas une nouveauté, mais derrière l'arnaque démocratique absolue du Front Républicain, ouais, le bloc réactionnaire, alors je vais finir sur ça, voilà, ça c'est le truc énorme, Cambadélis qui parle de bloc réactionnaire. Donc là on est vraiment sur de l'antifascisme de pacotille des années 30. Enfin, le bloc réactionnaire, comme l'a bien montré, c'était Raymond Aron qui l'a démontré en premier dans un grand livre, de ce grand penseur qui était Raymond Aron, qui s'appelle L'opium des intellectuels, que je vous invite tous à aller lire, qui est un livre des années 50 de Raymond Aron, L'opium des intellectuels, ou Raymond Aron, qui était un intellectuel pourtant de droite libérale, bon, lui pas du tout sectaire et philosophe, lui il réfléchissait encore un peu, il pensait, il avait des idées. Et ben Aron nous disait bien dans L'opium des intellectuels, tout le baratin, voilà, de parler de bloc réactionnaire, que déjà à gauche, à la fin du XIXe siècle, pour consolider et enraciner la République, avait parlé comme ça de front républicain, vous savez, au moment où la République s'enracinait, se consolidait, la Troisième République, hein, donc à la fin du XIXe siècle. Raymond Aron prend, parce que lui il parle dans les années 60-70, hein, donc Raymond Aron dans L'opium des intellectuels, qui est un grand livre de philosophie, montre, au-delà des errances idéologiques de la gauche dont j'ai parlé avec Glucksmann, de l'aveuglement de la gauche face au régime totalitaire, Raymond Aron évoquait voilà, comment le qualificatif de réactionnaire était né à la fin du XIXe siècle, donc est un qualificatif qui remonte à la Révolution française. On parlait de réaction, les réactionnaires c'est ceux qui s'opposaient aux révolutionnaires au moment de la Révolution française, donc les contre-révolutionnaires étaient des réactionnaires, mais sinon bon, Raymond Aron a prouvé l'arnaque de ce terme qui est voilà, l'invention de la gauche, des radicaux socialistes, de la gauche républicaine à la fin du XIXe siècle pour enraciner véritablement et consolider la République et la culture républicaine dans le pays, et surtout voilà, consolider j'ai une union sacrée soi-disant des républicains, des progressistes contre le camp réactionnaire qui était à l'époque un truc totalement fantasmé, là aussi mythifié, qui était les monarchistes, voilà, donc les monarchistes, les royalistes, les réactionnaires qui voulaient revenir à une restauration monarchique contre la République. Petit point de vue historique à travers Raymond Aron qui prouve bien, bon, Raymond Aron parlait pas de bloc réactionnaire, hein, mais on voit bien que Cambadélis prend les mêmes ficelles que Ferry et compagnie, sauf qu'eux avaient un peu plus de talent et un peu plus de culture, c'était un peu mieux quoi. Bon, Ferry, Gambetta c'était un peu mieux que Cambadélis quoi. Lui c'est un trotskiste, hein, c'est un trotskiste Cambadélis, faut quand même pas l'oublier. Donc voilà, ouais. Donc c'était pour finir sur ça quoi. Et sinon oui, pour dire ouais, bloc républicain, Raymond Aron montrait bien évidemment, pour ceux qui s'intéressent, ils veulent lire L'opium des intellectuels, ce très bon bouquin, que l'opium des intellectuels, c'était véritablement, dans la théorie de Carl Schmitt des ennemis prioritaires, se focaliser sur un ennemi prioritaire, un ennemi à battre
pour coaliser toutes les forces de la nation contre un ennemi extérieur. C'est ce que faisaient les régimes totalitaires. Les régimes totalitaires, que ce soit les fascistes, les nazis ou les communistes, ont créé un ennemi de toutes pièces, un ennemi factieux, que ce soit les communistes, les juifs, les francs-maçons, les bourgeois, les intellectuels, la gauche, les sociodémocrates, créent un ennemi factieux, créent un ennemi de toutes pièces, un ennemi idéologique qui pourra rassembler l'ensemble des forces vives de la nation pour le battre. Donc ça c'est sur le bloc réactionnaire, voilà, donc tous ces grands textes, donc voilà, j'en ai fini sur cette vidéo, donc voilà, je voulais finir un peu une note de légèreté, voilà, les errements et les errances idéologiques de la gauche et du PS antifasciste. Là on voit, au moment des élections régionales, tout l'arsenal antifasciste qui ressort de la gauche, quoi. Tout l'arsenal de la gauche antifasciste qui ressort, puisque la gauche et le PS savent qu'ils vont perdre les élections régionales, donc ils en font des tonnes dans l'antifascisme et dans l'antiracisme, donc à travers à la fois le Front républicain de Valls. Bon, mais ça ne va pas marcher parce que les électeurs ne sont pas des couillons, d'ailleurs ce sera un raz-de-marée pour le Front National, les électeurs vont voter pour qui bon leur semble, donc le Front républicain, c'est dans le cul quoi. Et quant au bloc réactionnaire, on sait que c'est une escroquerie, on sait que son Marine Le Pen n'a pas grand chose de réactionnaire, on sait depuis Raymond Aron que c'est une invention des forces de gauche républicaines progressistes pour inventer de toutes pièces un ennemi fabriqué par eux-mêmes, un ennemi idéologique fabriqué par eux-mêmes pour mieux mener une lutte. Donc en fait c'est quand la gauche et quand les progressistes n'ont aucun programme, n'ont aucune idée, ils se fabriquent un ennemi juré, un espèce de nouvel Hitler, quoi, de nouveau Belzébuth. Donc je vais finir sur les errances idéologiques de la gauche à l'approche des élections régionales. Donc salut à tous, c'est fini pour la deuxième partie de l'entretien d'actualité d'automne 2015. On se retrouve très vite pour la troisième partie consacrée encore un peu à l'actualité nationale française. Salut, à tout de suite.